Alors, bonjour PPC, moi ça me fait plaisir de t'avoir ce midi en interview, puisqu'on se connaît depuis très longtemps et tu fais partie vraiment des gens qui évangélisent sur la tech, l'IA, et avec ta newsletter à laquelle je suis abonné, eh ben j'ai le plaisir d'avoir régulièrement des petites infos, des astuces, des conseils, et je trouve qu'elle est vraiment simple, et surtout en fait ça va dans le concret, tu testes des choses, et à chaque fois moi j'aime bien me tenir au courant avec un truc qui est beaucoup plus soft, parce qu'il y a d'autres influenceurs dans l'IA qui sont très techniques, très outils, mais ce que j'aime bien avec toi, c'est que ça rentre vraiment dans le concret et on reste dans l'humain. Alors, donc tu as écrit un livre, alors est-ce que tu peux juste le présenter à la caméra pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou lu? D'accord, alors déjà merci pour cette intro, Frédéric, c'est un plaisir de te retrouver. Alors je vais le montrer, j'espère qu'à la caméra ils vont le voir, voilà, avec le petit Oui, flouté. C'est bon, ça s'appelle, ouais, ça floute un peu, réintégrer. voilà, c'est côté un peu teasing, je sais pas si on va y arriver, voilà. Réinventer votre entreprise à l'ère de l'IA, avec une super préface de Serge Papin, l'ancien président, directeur général du groupe Système U, voilà, qui depuis Et quelques qui a jours été d'ailleurs nommé ministre qui a été nommé des... ministre des PME Ouais. PMI, et entre autres, et d'un grand portefeuille. Voilà, donc j'ai eu cette Alors, chance-là. on ne sait pas pour combien de temps, mais On verra, je pense que c'est pas le sujet de notre échange là, mais non, en tout cas, super, super préface, avec beaucoup de hauteur, de recul, et je pense que c'est très important à cette ère de l'intelligence artificielle de pouvoir avoir ce recul d'un grand patron, ça, c'est formidable. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Donc, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle PPC, je suis un amoureux des nouvelles technologies. Je suis blogueur depuis un peu plus de 20 ans. J'adore découvrir tout ce qui est nouveau, de comprendre ce qui se cache derrière. Et puis, j'ai peut-être une caractéristique, c'est d'essayer de rendre simple ce qui est complexe. Voilà, je suis aussi podcasteur, conférencier, animateur de conférences, et puis aussi auteur. Donc, l'ouvrage dont on va parler là, c'est mon troisième ouvrage. Voilà, réinventer votre entreprise à l'ère de l'IA. Alors, justement, pourquoi avoir écrit réinventer votre entreprise à l'ère de l'IA maintenant? Et qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres livres qui ont été écrits sur l'IA? Parce qu'il y en a plein, des livres techniques, des livres un petit peu sur la menace. On voit à la fois des livres qui sont vraiment très concrets dans certains secteurs d'activité, le marketing. Toi, tu as choisi l'angle de l'entreprise. Pourquoi cela? Alors, déjà parce que on est, je pense que vous serez d'accord, enfin, si vous nous écoutez, vous serez d'accord, on est, je pense, dans un moment à la fois de grande transformation, mais aussi un peu peut-être de grande confusion. Tout le monde parle d'IA depuis maintenant presque 3 ans, ça pullule. Et en fait, je me suis aperçu que c'était assez rare d'avoir des sujets où on creuse pour comprendre ce que ça change en profondeur. Voilà. Et la plupart des discours ou même des bouquins restent ce que je qualifierais peut-être un peu sur l'aspect surface technologique, les outils, les Mhm. usages, les promesses. Moi, j'ai voulu parler des choses qui étaient en dessous, en fait, de ce que ça fait l'IA pour la pensée, pour la décision, pour la culture dans nos entreprises. Et je me suis dit, finalement, il y a un sujet pour en discuter avec un grand nombre de managers, de décideurs, de dirigeants. Il y a peut-être besoin d'avoir des clés. Et puis, il y a un prétexte aussi avec cette intelligence artificielle, notamment la générative, c'est que ça permet de revisiter la façon dont on a organisé son entreprise, la façon dont on a mis en place une gouvernance, des process, des façons de faire, des outils. Et je pense que là, c'est une chance, en fait, finalement, par cette généralisation de l'intelligence artificielle générative qu'on utilise dans nos vies personnelles et aussi dans nos vies professionnelles, finalement, de se dire, on a des nouveaux outils à disposition, et si on en profitait pour réinventer notre modèle, pour revisiter la façon dont on fait les choses. Donc, c'est plutôt un outil de management qu'un outil qui parle de techno. D'ailleurs, j'essaie de parler de très très peu de techno, d'amener plutôt des sujets Ouais. de management, plutôt des solutions.
Justement, est-ce que tu peux donner un petit exemple? Parce que j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec justement Gabriel David Chauvel, qui lui aussi se dit, bah voilà, l'IA doit être prise en compte par les dirigeants et pas juste par les opérationnels. Et il dit, bah voilà, il faut que tu utilises l'IA comme sparring partners, tu mettes bien sûr dans une IA privée, mais qui t'aide en fait à définir la stratégie, qui te pose des questions, etc., etc. Toi, quelle est ta philosophie là-dessus? Ça veut dire quoi changer en profondeur les entreprises et qu'est-ce que ça va changer dans le management en fait? Alors, il y a un truc très simple, moi je fais depuis des années, c'est ce que j'appelle le learning by doing. Déjà, on ne peut parler bien que de ce que l'on connaît. Et donc, bah oui, c'est un truc hyper important. Donc, ça veut dire, ma reco, c'est déjà mettre les mains dedans, de regarder ce qu'on peut en faire, de tester, de monter et de se dire, tiens, et ça, et si j'utilisais ça dans ma façon de faire les choses. Donc, la reco, c'est souvent de décomposer la façon dont on fait les choses aujourd'hui, d'aller regarder. Est-ce que je pourrais le faire plus vite avec de l'IA? Est-ce que je pourrais le faire mieux? Est-ce que je pourrais le faire différemment? Vous voyez, c'est un, deux, trois sujets. Et puis, il y a peut-être des sujets aussi, on se dit, bah, ça fait des années que ça, on s'était dit, ça serait vachement bien si on le faisait. Et peut-être que là, c'est l'opportunité de le faire parce que ça va plus vite. Et c'est aussi une façon, parce que le monde autour bouge, hein, les concurrents, les compétiteurs se mettent à utiliser ces IA. Bah, si on s'y met pas, il y a un sujet de transfo. Et donc, je pense que on est dans une nouvelle phase de la transformation qu'on a appelée la transformation digitale ou numérique. En digital parce que c'était quand même plutôt sur les usages que des sujets de transformation technologique. Peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais c'est une nouvelle étape et pour moi, c'est important de mettre les mains dedans. Et puis à partir de là, de le faire à titre individuel. Et aussi dans le livre, on le trouve, hein, j'ai mis des exercices dans le livre qui permettent en fait de le faire aussi avec son équipe, de le faire entre membres d'un comité de direction générale, entre membres d'un comité ou d'une direction, même de service. Vous voyez, donc c'est applicable en fait à chacun. Et c'est quand je disais c'est un prétexte, c'est aussi l'occasion de discuter, de repartager, de ramener de l'humain dans cet échange-là pour reconstruire et ou construire ou inventer ensemble avec ces nouveaux outils. Donc c'est très opérationnel en fait. Ah, mais c'est vrai. Souvent, en fait, le dirigeant laisse en fait à ses équipes l'IA, alors que ça peut être justement un moyen de lutter contre la solitude du dirigeant ou le directeur marketing qui veut retrouver une nouvelle idée, une nouvelle pensée. Parce que c'est vrai que moi, j'utilise de manière très opérationnelle, comme tu l'as dit, des nouveaux usages. Par exemple, prendre une base de données d'entreprise et dire qualifiez-moi son tel secteur d'activité. Auparavant, ça aurait été très compliqué à faire. Là, ça se fait avec une fiabilité de 90-95%, mais c'est quand même acceptable. On en rediscutera après de la fiabilité de l'IA, mais je trouve que c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est ouvre de nouvelles opportunités, ouvre de nouveaux usages. Et il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on avait fait avec l'équipe, c'est de dire que on voyait qu'on avait on avait une matinale qui était organisée, extra-organisée d'ailleurs demain, sur le transport, énergie, logistique. Et en fait, bah, on avait qualifié notre base, ok, très bien, on l'a qualifié en secteur d'activité grâce à l'IA, parfait. Sauf qu'en fait, on n'avait pas eu des résultats extrêmement bons. Et on s'est dit, mais comment on peut faire? Et c'est vrai qu'on s'est aidé de l'IA pour rédiger des emails sectorisés par chaque secteur d'activité, avec chaque intervenant, chaque speech. Et là, bam, on a fait 40% des inscrits grâce à ça. Donc en fait, alors on aurait pu le faire à la main, l'IA nous a juste aidé, mais ça nous a permis enfin, on s'est ouvert l'esprit, on s'est dit, tiens, oui, on peut le faire. Voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant. Alors justement, tu dis que l'IA est un révélateur plus qu'un outil. Qu'est-ce qu'elle révèle en fait en priorité dans les organisations? Hmm. C'est une chouette question, ça. Euh, en fait, je pense que ça révèle l'écart entre le discours et la réalité, entre ce qu'on croit faire et ce qu'on fait vraiment. Dans le bouquin, j'ai un chapitre qui s'appelle le stress test silencieux. Pas toujours facile à dire, le stress test silencieux. En fait, l'IA, c'est un révélateur, et je pense que c'est un révélateur un peu systémique, si vous aimez cette façon de voir un peu le monde. Hein. Ça nous remontera à un bouquin formidable de Joël de René qui s'appelle je crois que c'était la révolution systémique ou quelque chose comme ça, mais qui date des années 70. Voilà, je pense que c'est un révélateur systémique. Ça met en lumière aussi les zones on est un peu lent, avec des lenteurs, avec peut-être des validations qui rassurent mais qui freinent. Donc l'IA, en fait, elle vient pas condamner ça, c'est pas le sujet. En fait, elle vient éclairer, elle vient montrer une certaine vérité du système. Elle vient montrer que on peut le faire plus vite, on peut le faire différemment. Et donc, en fait, et dans certains sujets, c'est ce que je qualifie peut-être un peu de façon provocatrice. C'est pas un sujet de compétence, c'est peut-être un sujet de, je dirais, de courage, mais courage d'oser revisiter,
d'oser rejouer en disant bah, on l'a toujours fait comme ça. Tu sais, c'est un peu la chasse à on l'a toujours fait comme ça. Et quand il y a un nouveau qui arrive et dit mais pourquoi vous le faites comme ça? Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Voilà. C'est ce qui n'est pas une réponse. Et donc en fait, ce courage-là, c'est de se dire eh ben, on a peut-être maintenant le momentum pour revoir la façon dont on le faisait, se reposer les questions du pourquoi on le fait comme ça, à quoi ça sert. Donc moi, je suis un adepte toujours du business model Canvas en fait. Hein. On essaie de faire un peu une cartographie de son business model. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas, à aller chercher ça sur Google ou sur un moteur de recherche, vous verrez. C'est assez limpide. Et je pense que cette IA, encore plus que le digital qui l'a fait, nous permet de revisiter chaque partie de ce modèle de business et de revisiter finalement le à quoi on sert au cœur, hein, c'est ça, et puis de revisiter ses canaux de distribution, revisiter aussi ce que ça peut amener dans la relation avec ses clients, avec ses partenaires, en interne. Donc, c'est tout le champ de l'entreprise, tout le champ du business model qu'on peut rééclairer avec le prisme de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre de l'IA partout, c'est pas ça, mais c'est un révélateur. C'est dire, tiens, en fait, bah, oui, ça peut se faire. Et c'est tellement rapide, cette IA, c'est tellement changeant. Je discutais il y a quelque temps avec un grand directeur de la communication qui me dit, mais c'est incroyable tout ce que ça change, en fait. On passait du temps à écrire des articles, des communiqués de presse, etc. Maintenant, ça va plus vite. Et ce qui est génial, et ce qu'il a perçu, c'est pas le gain de vitesse, en fait. C'est que le niveau d'exigence monte. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, ça oblige à prendre beaucoup de recul, à se dire à quoi on sert, à mieux préparer les choses. Donc, je pense qu'il y a de l'IA qui fait gagner énormément de productivité et qui peut se calculer par du ROI. Il y en a d'autres où on va aller gagner de la qualité, gagner de l'expertise, gagner de la valeur ajoutée. C'est de l'IA qui permet de gagner des appels d'offres parce qu'on a mieux chiadé sa façon de se positionner sur un appel d'offres grâce à l'IA, de trouver les bons mots, voilà, d'aider les managers aussi qui peuvent être face à une certaine solitude dans certains cas. Bah, ils ont une sorte de sparring partner qui peut les aider. Voilà, ça c'est des points, je pense, très importants. L'IA, ça va vous révéler, ça va aussi vous révéler vous-même. Voilà, c'est un peu le sujet. Et d'ailleurs, j'ai un peu fait ça dans le bouquin. Je me suis dit, je vais appliquer ça à moi-même en tant qu'auteur, quoi. Voilà, donc c'était aussi un beau sujet, ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, l'IA a augmenté le niveau d'exigence, parce que par exemple, pour des posts LinkedIn, tu peux plus te permettre de faire un truc pas terrible, génial, parce que l'IA fait un truc comme correct. Pour les articles de blog, maintenant, avec des outils comme Grok, comme Gemini, tu arrives à faire un super article de blog. Bah, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu dois aller un petit peu au-dessus. Mais moi, je pense que même au-delà de ça, et c'est ce que tu dis très justement, c'est qu'il faut que tu revoies ta manière de faire. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, le contenu, c'est plus un livre blanc, c'est plus un article de blog, c'est plus une vidéo, mais c'est se dire, OK, je vais peut-être faire une app qui sera peut-être codée avec Claude, avec GPT ou peu importe, avec une app Bolt, je ne sais rien. Mais en fait, les gens vont plus se contenter d'avoir juste un petit truc. Et je pense que les nouveaux créateurs du futur vont devoir prendre en compte cette chose-là. C'est-à-dire que au lieu de faire un article de blog avec, par exemple, les 5 étapes pour réussir son projet de CRM ou je ne sais quoi, et ben en fait, c'est peut-être une mini-app qui va dire, ah, ok, bah, est-ce que tu as coché ça? Tac, 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 tu as fait ça. Est-ce que tu as pensé à ça? Donc, je pense qu'on va avoir des contenus qui vont être plus riches, comme tu dis, les repenser quel est mon rôle et plus faire juste un cahier des charges Word pour, ou un modèle de document ou n'importe quoi, mais aller un peu plus loin. Et ça, Mm. un vrai Je changement. partage tout à fait ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse du sujet, tu vois, tu l'as dit d'ailleurs dans tes mots, tu dis, bah tiens, je vais faire un article de blog. En fait, c'est plus le sujet. En fait, c'est plus le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est pas délivrer un article de blog. Le sujet, c'est comment je peux amener de la valeur à ceux qui vont Mhm. aller être en contact avec ce que je produis. Et donc le sujet, tu l'as dit, ça se trouve, c'est pas un article de blog. C'est un peu comme si on prend le sujet de la communication, des gens qui arrivent en disant je voudrais des bannières Internet. Mais si on reprend l'analyse du projet, du problème et ce qu'ils cherchent à résoudre, si ça se trouve, c'est pas ça. Si ça se trouve, il faut faire un spot Mhm. radio. Si ça se trouve, il faut faire une affiche. Si ça se trouve, il faut faire un livre. Voilà, c'est cette revisite en fait de en fait à quoi on sert et qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite, on verra les moyens. Donc, il faut renverser le sujet. Partons du cas d'usage, partons de ce que l'on cherche à apporter comme valeur, et après, on verra les outils. Et je pense que très souvent, on s'est
amené à se dire, ce sont les outils qui font notre travail. Quand je dis c'est-à-dire que ce sont les outils, c'est-à-dire que ben voilà, mon job, c'est de rédiger des articles de blog. En fait, c'est peut-être pas ça le job. Le job, c'est pas ça, c'est d'amener de la valeur aux gens qui vont rentrer en contact avec moi. Donc, je peux changer de vecteur. Je peux changer de façon de faire, je peux changer d'outil. Et dans un sujet aussi qu'on entend souvent, l'IA va tuer les emplois, etc. Non, l'IA va changer la façon dont on fait les tâches, mais le cœur de métier, le à quoi on sert, il va pas bouger. Il va pas bouger. Enfin, si on Ouais. bouge pas, c'est sûr que ça va être chaud. Mais si on revient sur son cœur d'activité, à quoi je sers, dans ce cas-là, eh ben c'est super. On a des nouveaux outils. On peut changer d'outil. Mais le à quoi je sers est toujours la même chose. On l'a vu avec les maisons de disques. Hein. Elles s'appelaient maisons de disques. Quelle erreur de s'appeler maison de disques. Elles étaient sur le support. Le jour où on dématérialise tout ça et ça fait du streaming, elles ne sont pas maisons de streaming. Le jour où elles ont retrouvé du profit, de la rentabilité, c'est quand elles ont compris à quoi elles servaient. Et leur cœur de métier, c'est de faire en sorte que des artistes rencontrent leur public et d'amener du rêve, de l'expérience. Et ce jour-là, elles se sont dit, mais notre job n'est peut-être pas de vendre du vinyle, il n'y en a plus, ou quasiment plus, mais c'est de ramener de l'expérience. C'est là où elles se sont rentrées dans les concerts, etc. Et c'est là qu'elles ont retrouvé une rentabilité, du profit. Donc voilà le sujet, et je pense que c'est fabuleux ce moment que nous vivons, c'est l'opportunité de se remettre en lumière à quoi on sert. Ouais. Mais alors justement, là, donc tu as un petit peu coécrit ou tu t'es aidé en fait de l'IA pour écrire ton livre. Est-ce que ça veut dire que certains métiers, comme celui d'écrivain, vont disparaître? Parce que là, tu as l'air de dire que finalement non, ça va aider à écrire à des bouquins, par exemple, mais quelque part, ça va pas tuer un petit peu le métier d'écrivain ou remplacer le métier, par exemple, comme tu l'as dit, de musiciens, puisque en fait, je ne sais plus s'il y avait 20 ou 30% des musiques qui étaient uploadées sur Deezer, Spotify et compagnie, qui étaient de l'IA. Là, je vois de plus en plus de personnes qui rédigent des e-books, des livres blancs 100% à l'IA, les posts 100% à l'IA, les commentaires, même moi, ça m'arrive, des fois, quand j'ai pas le temps, je demande à mon assistante, donc mon assistante Sabrina, qui est à Madagascar, qui n'est pas une experte de mon métier, je dis, ben, prends l'article, voilà le prompt, fais un petit commentaire, parce que là, j'ai vraiment pas le temps, et fais des petits commentaires là-dessus, et ça marche. Donc, est-ce qu'on va quand même pas arriver à une disparition des métiers? Moi, je crois pas. Je crois pas. Alors, c'est vrai, tu le disais, j'ai écrit cet ouvrage avec l'intelligence artificielle, mais comme un aide de camp, en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas fait écrire le livre par l'IA. C'est pas ça. Je me suis dit, non, je vais faire, et ça faisait partie d'ailleurs de mon chemin dans le livre, c'est de dire, je vais lancer finalement une forme de. Enfin, les plus anciens appelleraient ça du compagnonnage. Hein, tu vois, je vais lancer donc du compagnonnage entre un humain, ma pomme, et cette machine. Enfin, cette machine, ce ne sont que des algos. Donc déjà, premier sujet, quand on dit ça, c'est un compagnonnage et il faut donner les règles du jeu. L'IA, elle ne me pense pas à ma place. No way. Elle m'a aidé à penser peut-être un peu plus loin. En fait, j'ai travaillé avec cette IA un peu comme j'aurais pu bosser face à un miroir ou une table de ping-pong. En fait, et je l'ai forcé, j'en ai mis plusieurs en route, hein, à m'obliger à clarifier mes propos, à trancher, à reformuler, à revenir sur pourquoi je faisais ce livre. Tu vois, c'est à revenir sur mon pourquoi. Parce qu'il y avait la tentation de temps en temps d'aller ramener un peu de geekerie, de technologie, etc. Non, c'est pas ça. Mon bouquin, mon corps, c'est comment je peux aider un dirigeant, un chef d'entreprise, un manager à réinventer sa boîte à l'ère de l'IA. C'est ça mon cœur. Et ma promesse, elle est là-dedans. Et donc, ce que j'ai appris aussi en faisant ça, c'est que l'IA m'amène à une sorte de allez, peut-être discernement augmenté. Elle m'a challengé, elle a cassé plusieurs fois mon plan, je l'ai amené dans des rôles de relecture, de m'amener les endroits où je pouvais être en mode de répétition, où il y avait des idées qui manquaient, ou me posant la question de pourquoi tu dis ça? Et donc maintenant, les 5 pourquoi qu'on peut avoir fait par des journalistes, voilà, de remonter en fait la chaîne de pourquoi j'avais envie de dire ça. Et ça m'a amené des moments où, waouh, il fallait que j'aille marcher en forêt pour réfléchir, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'avait amené à réfléchir, et donc je quittais les outils pour. Voilà. C'est tout ce travail-là. Ça a été finalement le même temps que celui que j'ai pu passer pour faire mes 2 précédents ouvrages qui n'avaient rien à voir avec ce sujet.
Par contre, ça m'a permis de mieux me questionner, d'enlever des doutes, ça m'en a rajouté aussi. Mais c'est un peu le boulot qu'aurait fait, je dirais, un éditeur qui aurait le temps, et leur modèle business n'est pas super facile, pour m'amener du ping-pong, relire, me dire machin, du métier, etc. Donc là, l'IA, moi, m'a servi à envoyer des balles, à en reprendre, à me revisiter ce que j'avais fait comme contenu. C'est ça qui fait partie, en fait, de l'expérience, je pense. Et ça donne un peu, peut-être, à mon sens, hein, le futur du travail intellectuel. C'est peut-être aussi une façon de revisiter la façon dont on fait son métier. Pourtant, je suis auteur. Je l'assume. Tous les choix, tout ce qui est dans le livre, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai corrigé, c'est moi qui ai accepté de publier. Donc, je suis totalement à la manœuvre. Voilà. L'IA, elle m'a juste aidé parce que j'avais un compagnonnage, un compagnon de route, ou une compagnon de route, je ne sais pas comment on dira, à faire ça. Et je pense que c'est valable dans tous les métiers. Donc, ça ne va pas me remplacer. Ça m'aide à aller plus loin. Et ça m'a aidé à creuser plus. Et peut-être, et je l'espère, mais ça, c'est. Bon, les commentaires que j'ai pour l'instant sont vraiment très positifs. Donc, merci à celles et ceux qui ont laissé des commentaires, notamment sur Amazon. Mais je pense que j'ai produit un bouquin de plus grande qualité qu'eux. Et je pense que le prochain, il y en aura d'autres, sera encore meilleur. Vous voyez, donc, quelque part, c'est un entraînement grâce à l'IA. Et ça, c'est génial, à condition d'accepter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit dès le départ, de ne pas être feignant. J'ai pas demandé à l'IA, écris-moi un bouquin, c'est bon, je copie-colle, je publie. Non, c'est pas ça. C'était pas ça mon chemin. Et je pense que faire le copier-coller sans réfléchir, c'est la plus grande des erreurs qu'on peut faire. D'abord parce que le résultat ne sera pas bon, le résultat sera faux. Et ensuite, on perd tout le discernement que l'être humain peut avoir. Donc on perd de la valeur si on ne se remet pas en question. Ouais, bah justement, tu dis que dans ton livre, la grande erreur, c'est de pas tester. Alors moi, je suis un gros adepte du test and learn et je dis toujours à ma fille, à mes filles, tester, c'est le meilleur moyen, enfin, et faire des erreurs, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Le problème, c'est de refaire l'erreur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, comment convaincre un dirigeant qui se dit souvent, mais moi, je peux pas me permettre de faire des erreurs parce qu'il y a mes équipes, parce que ça coûte de l'argent, parce que bah, j'ai pas le temps. Voilà, comment en fait on peut se dire, mais allez, lance-toi. En fait, je pense qu'il y a effectivement, tu as raison, hein, c'est pas facile. On est, en plus, nous, structurés, on n'est pas, enfin, nous, Européens, Français, on n'est pas structurés pour ça. On est un peu paralysés par la peur de l'erreur. Enfin, les mecs se tromper, l'erreur, on n'est pas parfait, voilà, ça va pas. Bon, moi, je crois que le sujet, si tu veux, c'est de se dire, il faut rappeler que l'erreur n'est pas un coup. En fait, c'est un signal. C'est un coup si on n'en tire rien. Si on le prend comme un signal et qu'on accepte de s'améliorer grâce à ce signal et qu'on a pris cette habitude, c'est pas un coup, c'est un gain. Mais c'est un gain à court terme. En temps court, c'est un coup, mais en temps long, c'est un gain incroyable. Donc au contraire, et plus on fait des petites erreurs et plus on peut les corriger très vite. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut aussi saucissonner les choses et c'est pour éviter les grosses erreurs industrielles. Donc il faut faire plein de petites erreurs et on peut les corriger, il y a moins de risques. Je pense qu'à l'ère de l'IA, l'IA fait baisser le prix du test, du prototype et de l'essai. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est super important. C'est super important. Prenez une appli, aujourd'hui avec du vibe coding, en utilisant ces outils, on peut créer une appli. Elle ne sera pas parfaite, elle n'ira pas en mode industriel, mais vous aurez fait en une matinée un proof of concept, un proof of value, je ne sais pas comment on l'appelle, qui vous aura coûté 3 heures de temps, là où avant, ça pouvait vous coûter entre 15 et 50 000 euros. Vous voyez, donc, et je pense que ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est ce que je dis à un dirigeant que je croise, hein, ce qui coûte cher, c'est rien faire. Ce qui coûte cher, c'est ne pas s'y mettre. Ce qui coûte cher, c'est si vous ne vous y mettez pas à l'IA et si vos équipes ne s'y mettent pas, vous inquiétez pas, de toute façon, ils vont s'y mettre de leur côté avec les outils perso. Donc, vous avez tout le risque de ce qu'on appelle le shadow AI, vous avez tout le risque de faire sortir de la data de votre entreprise à l'extérieur. Donc, au contraire, il faut s'y mettre, il faut l'appréhender. Je pense que c'est important. Et pour revenir sur l'échec, je pense que l'IA nous permet de faire une sorte de, allez, c'est peut-être un gros mot, une autopsie lucide. Vous voyez, c'est comment on regarde un échec en face, sans chercher de coupable, c'est pas le sujet, mais on veut comprendre ce que ça révèle de notre système, de notre organisation. Il y a une partie dans le livre, c'est où votre boîte a-t-elle merdé la dernière fois?
Voilà, c'est important, mais en fait, c'est une aide. C'est une aide à revisiter, à se dire, en fait, c'est arrivé dans toutes les boîtes, il y a un truc qui va pas. Et toutes les boîtes, il y a un truc. C'est arrivé, et si on le décrypte, si on prend le temps de comprendre ce qui s'est passé, qui savait, qui n'a pas dit, qui n'a pas osé, etc., qu'est-ce qu'on ressort grandi de ça? Qu'est-ce qu'on ressort grandi? Et là, ça permet d'éviter de la paume sur le coup d'après, parce on va se rendre beaucoup plus robuste. Donc l'IA permet d'apprendre vite. Le truc, c'est qu'il faut oser apprendre de ça. Et pour ça, il faut des dirigeants qui vont arriver à transformer la peur de l'erreur en une sorte de euh, moteur d'expérimentation. Tu vois, je pense que ça peut être un moteur, en fait. Cette Ouais, erreur, le droit à c'est une vraie chance. l'erreur, Ouais. mais c'est l'autonomie, ça fait partie de tout cet aspect autonomie, droit à l'erreur. La Toutes les confiance, entreprises voilà, qui ne laissent ouais. pas leurs collaborateurs faire ça, voilà. Mais justement, tu dis aussi dans ton livre qu'il faut faire un stress test et vérifier que c'était pas déjà en train de décrocher en entreprise et que Mm. finalement, bah, t'es pas en fait, tu penses que tes équipes utilisent l'IA, tu penses que vous êtes bon et puis finalement, c'est un petit peu qu'une façade. Est-ce que tu peux nous dire quelques petits mots de plus sur ce point-là? Ouais, cette partie, je l'ai appelé le stress test silencieux. Voilà, c'est un peu Mhm. l'idée, c'est de décrypter à l'intérieur peut-être les symptômes, hein, qui montrent que dans l'organisation, il y a des trucs qui sont en train de décrocher. En fait, il y a un signal, il est assez majeur, c'est quand tout vous semble normal. Voilà. Les indicateurs sont bons, les process tournent, les réunions s'enchaînent, mais il y a un truc, et certains le sentent, c'est un petit goût là, comme ça, plus personne n'y croit. Voilà, c'est quand un peu le système produit de la conformité, mais il n'y a plus beaucoup d'énergie. Je décris un peu la situation. C'est dans certaines entreprises, les collaborateurs commencent à bricoler, ils utilisent l'IA en douce pour contourner des aspects qui sont perçus par eux comme une sorte de lenteur interne, même si c'est super important d'avoir des process solides, etc. Je ne remets pas ça en cause. Mais ça veut dire que c'est des petits signaux, des signaux faibles en fait, qui dire bah, l'organisation officielle qui a l'habitude de bosser sur cette façon-là, à cette ère de l'IA, elle est peut-être déjà un peu en retard sur la réalité. Et donc ce stress test silencieux, c'est un peu la perte de vitesse, c'est un peu invisible, mais on peut commencer à le sentir, à le mesurer. Et ça, c'est hyper important de se dire, on en est où là-dessus? Et si on commence à le sentir, si on commence à avoir un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. J'aime bien cette expression parce que je la sors souvent justement. Quand il y Ouais. a un doute, c'est qu'il n'y a Il n'y en pas a de pas. doute. Mais mais c'est vrai, c'est vrai tout le temps. Mais tu vois, par exemple, un exemple, mais cette expression est tellement vraie. Tu vois, j'ai sorti hier un article sur les neurosciences et la relation client. Et c'est vrai que en fait, c'est un de nos clients qui est dans le domaine des assurances qui m'a dit, tiens, est-ce que tu peux nous faire, dans le cadre de la somme de la relation client, un webinaire de 20 minutes sur les neurosciences et la relation client? Pourquoi c'est important? Parce qu'on a vu un expert, Mark van der Meunen, qui était intervenu. Moi, je vais rajouter quelques petits trucs. J'avais fait aussi un webinaire sur les neurosciences et le growth hacking. Et elle m'a dit, bah, fais-moi 20 minutes. Je dis, ok, parfait. Et au début, ce week-end, il y a ma femme qui me dit, enfin, qui partit faire des courses, qui revient avec une petite veste en cuir violette. Et me dit, oh, regarde, j'ai trouvé une super affaire, moins 40% à la petite boutique que j'aime bien. Ça sera génial pour la soirée d'Halloween qu'on va faire le 31. Et je dis, bah ouais, mais en fait, regarde, t'as une rouge, t'as une noire, t'as une beige, t'as une moutarde. Et je crois qu'elle a une blanche. T'avais vraiment besoin de cette cinquième veste là. Et donc j'ai utilisé en exemple justement les neurosciences avec attention, il faut faire reposer son esprit et pas aller dans Ouais. les émotions et attendre 60 secondes et se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Et c'est vrai que pour moi c'était un exemple qui était assez marrant. Puis quand j'ai publié, je me suis dit, Fred, est-ce que c'est vraiment un bon exemple? C'est pas un peu tout much. Et c'est vrai que dans les commentaires, j'ai eu attention, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois T'as qu'on ouvert appelait la ça boîte du de mail Pandore, shaming là. ou je ne sais T'as quoi. ouvert la boîte de Pandore. Ouais, ouais. Et, donc je me suis dit, oh purée, quand t'as un doute, Fred, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et là, j'avais le doute, mais je me suis dit, bon, allez, je le mets quand même, mais c'est quand j'ai posté, tu vois, c'est là. Donc tu as raison, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a vraiment pas de doute, faut Ouais, écouter. Comme on dit, ouais, ses entrailles, son estomac. ouais. Mais Alors ça, justement, tu vois, là, c'est là, une partie super importante parce que je pense que les dirigeants, ils pensent avec la tête, euh, mais il faut qu'ils pensent avec le bide aussi. Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on ouais. ressent. Tu vois, qu'est-ce qu'on ressent. Et ça, c'est une clé, quoi.
Ouais. Mais justement, là, tu as abordé un point qui était le contrôle, les excès. Moi, je sais par Mm. exemple chez nous, on est certifié RGPD, ISO 27001, donc RGPD 27701, ce qui a fait que les gens en fait un petit peu se restreignent eux-mêmes. Parce qu'ils disent non, mais on est ISO, donc ah non, mais est-ce que je peux utiliser tel outil? Est-ce que je peux faire. On n'est plus dans le bon sens, mais on est dans la censure a posteriori. Est-ce que ça peut ne pas être un problème ou au contraire c'est un problème? Comment trouver le bon milieu en fait avec tout ça? Justement, le sujet, tu as raison, c'est de trouver un équilibre. Et il n'est pas facile cet équilibre, hein. Et l'équilibre, en fait, et je pense qu'il faut arriver à le. En fait, le sujet, euh, c'est les process doivent être au service de l'entreprise, pas l'inverse. Et il y a ce risque, à un moment donné, d'une bascule où c'est l'entreprise doit être au service des process. Et là, on a perdu le sens même de ce que ça veut dire un process, une gouvernance, etc. Donc, je pense que l'équilibre, c'est d'être super clair, en n'oubliant pas deux choses. Il y a un, la rigueur, elle est nécessaire, ça structure. Et par contre, le contrôle peut paralyser. La différence, elle est super fine, mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc majeur. Dans le livre, je parle d'un truc qui s'appelle le contrôle utile. C'est globalement le contrôle qui protège l'action, qui fixe des repères sans enfermer. Tu vois, c'est super intéressant. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on avait laissé une chambre d'enfant. Elle est bien sertie. Et à l'intérieur, on peut y aller. On peut se lâcher. On ne met pas en risque le reste de l'entreprise, mais on accepte de le faire différemment. On accepte une part de créativité, une part de risque. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est important. Et donc, le sujet, c'est je pense, de déplacer la rigueur du côté de l'exécution. Comment on amène de la rigueur dans l'exécution? Parce que quand on démarre, etc., c'est super, mais en fait, il faut le penser bien sûr à l'échelle. Mais le sujet, c'est pourquoi on applique les mêmes process sur des très grands sujets qui sont nécessaires et sur des petits sujets. En fait, on applique la même chose. Et plus personne se questionne. Et c'est là où c'est sympa avec l'IA, on peut re-questionner. Et puis, je mets aussi dans le bouquin une partie sur l'entreprise antifragile. J'aime beaucoup Ouais. ce sujet, c'est-à-dire comment on rend l'entreprise antifragile. Quand ça va très vite, quand il y a des crises, quand ça bouge, etc., c'est là où on voit s'il y a une fragilité, hein. C'est là où on peut compter sur on voit les gars qui sont là, qui font la différence. C'est pas forcément ceux qui étaient dans les PowerPoint, dans les comités, machin. C'est pas ceux-là, finalement, comme peut-être certains le sont, mais pas tous. Une entreprise antifragile, pour moi, c'est une entreprise qui sait où elle va et qui accepte que le chemin soit pas en droite ligne. Voilà. Et donc, il y a un enjeu derrière, c'est une sorte de maturité dans l'encadrement. Comment on arrive à encadrer sans étouffer? Et ça, c'est passionnant, parce que cet équilibre, il est propre à chaque entreprise, il est propre à chaque vitesse à laquelle cette entreprise peut se transformer. Mais je pense que c'est un gros challenge si on veut éviter que l'entreprise soit au service des process, alors que ça devrait être l'inverse. Ouais, c'est vrai. Après, il y a la question. Alors, il y a deux questions, c'est la question éthique et la question écologique. Qu'est-ce que bah, tu dois faire? Parce que c'est vrai que l'éthique, ça prend plusieurs formes. Est-ce que on va remplacer les gens? Est-ce qu'on parce que là, on voit il y a quand même bah, des actions qui sont mises surtout par des entreprises américaines qui disent ouais, hop, on vire 5% des gens parce que l'IA peut faire leur meilleur boulot, etc., etc. Donc, comment transformer et prendre en compte ça? Parce qu'un dirigeant peut se dire, et j'ai eu le cas, hein, j'ai eu un de mes partenaires qui était dans le domaine de l'IA m'a dit, non, moi j'avais quatre personnes qui étaient en train de faire du training, enfin c'était il y a 2 ans, hein, qui étaient en train de faire du training pour de l'IA, du callbot et du chatbot, et finalement l'IA faisait mieux qu'eux, et il m'a dit, bah voilà, j'ai plus besoin de ces personnes-là. Alors, enfin, plus besoin de ce métier-là. Il les a réintégrés dans d'autres projets, mais là, on a eu le cas avec les rédacteurs SEO dont le travail a été supprimé du jour au lendemain. On le voit maintenant aussi avec les graphistes qui ont de plus en plus de difficultés avec la création par l'IA. Là, on commence à arriver la vidéo avec l'IA aussi. Voilà, il y a cet aspect un petit peu voilà, éthique, moral, un peu RSE écologique. Qu'est-ce qu'on doit éviter comme dérive?
Alors, ça, c'est un super sujet, on pourrait faire un podcast entier là-dessus. C'est très vaste. Non. Bon, en gros, je pense que le premier sujet, c'est je dirais, de garder le raisonnement, de réfléchir court terme et long terme, et de se dire finalement, ça peut être très facile de dire je coupe, hein. On a vu certains qui avaient coupé, qui finalement se sont remis à embaucher derrière parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Si on revient sur c'est quoi la valeur, et globalement que j'apporte à mon marché. Et puis il y a un critère, moi je trouve, qui est très intéressant à prendre quand on parle d'éthique, c'est le mot confiance. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir le mot confiance? La confiance, on sait que ça se gagne millimètre par millimètre, c'est que ça peut se perdre en un claquement de doigts. Confiance que peuvent avoir les clients, confiance que peuvent avoir les collaborateurs. Et là-dessus, cette confiance, elle se gagne, c'est-à-dire que c'est quand ça peut tanguer, qu'on reconnaît ses amis. La confiance, c'est cette éthique-là aussi de faire en sorte que on n'utilise pas l'IA n'importe comment, qu'on respecte d'ailleurs toutes les règles que nous avons en Europe sont des opportunités. Je le rappelle, pour moi, le RGPD était une belle opportunité et il faut continuer là-dessus. Et puis, en éthique, Ah je ouais, pense oui, qu'il y parce a... qu'on voit bien, toi, dans tout notre domaine, tu vois bien avec la partie de l'automobile, avec les constructeurs français et européens, qui ont du mal à lutter contre les maintenant constructeurs chinois qui commencent à s'implanter en Europe de l'Est, mais également qui importent depuis les autres pays. C'est vrai que ça fait une concurrence. On voit Shine, enfin Chine, je sais Chine, plus comment ouais. ça s'appelle. Chine, je Voilà, crois. Chine, ouais. voilà, qui importe directement en France avec du dumping. Je pense que les règles, les lois, les réglementations sont quelque chose qui doivent nous aider à nous protéger et d'éviter Alors, justement pour moi, ces pas que. dérives. Pas que. Je pense qu'en fait, je le verrais pas juste comme un bouclier, mais je pense que ça peut être Ouais. une arme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le prendre juste comme ça me protège, parce que les digues peuvent toujours sauter, mais au contraire, comment je fais des choses qui sont beaucoup plus respectueuses. Je parlais de la confiance, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. je fais des choses où les consommateurs ont confiance en moi. Je fais des choses où les collaborateurs de l'entreprise ont confiance en moi. Et ça, je pense que c'est assez clé, c'est-à-dire que je dois pouvoir mettre de l'explicabilité dans ce qu'il fait. Je dois signaler que je sais pas, cet outil, ce chatbot, ce machin, il est fait avec de l'IA, donc il peut se tromper. Donc il y a tous ces sujets. Je pense après une règle, c'est faut faire gaffe à la surautomatisation en pensant que toutes ces IA vont faire ça toutes seules. Faut pas rêver, hein, ça demande aussi du métier, de la supervision, du savoir-faire. Et puis le sujet, c'est pas parce qu'on revisite une façon de faire des tâches qu'on a résolu le problème. OK, on va peut-être baisser dans un temps actuel certains coûts, mais le sujet, c'est créer de la valeur. Baisser les coûts, ça prend 2 ans, à peu près. Créer de la valeur, ça prend entre 5 et 7 ans. Donc, comment on prépare le coup d'après? Parce qu'une fois qu'on aura tout serré à la vis, c'est super, mais là, on va avoir du mal à faire redémarrer la machine. Donc, en fait, il faut profiter de faire les deux et de repositionner des gens qui ont du talent, des gens qui ont du métier sur le cœur de métier, à quoi ils servent vraiment, etc. Peut-être que des personnes qui sont je ne sais pas moi, qui répondent au téléphone et qui sont en ligne, demain doivent retourner dans des points de vente parce que c'est dans les points de vente qu'on va mettre de la magie, j'en sais rien, de l'expérience, de la préférence de marque. Peut-être que demain, avec toutes ces IA qui vont faire, où les agents IA vont se parler les uns les autres, on n'aura peut-être plus besoin d'avoir un site web, on n'aura peut-être plus besoin d'avoir une application, mais par contre, on aura besoin de créer de la confiance, créer de la proximité, et ça se fera peut-être dans les points de vente physiques. Donc, il va peut-être falloir remettre les budgets pour réenchanter la relation et créer une préférence de marque. Donc, cette éthique, elle est aussi importante, je pense, et ça, c'est peut-être le rôle aussi des chefs d'entreprise. Il y a un rôle de gérer une société, de la rendre rentable, de faire en sorte qu'elle se poursuive. Ça, c'est important, mais il y a aussi un rôle sociétal. Comment on arrive à embarquer, à inclure tous les collaborateurs, tous les Français, tous les clients, à comprendre cette IA, à savoir s'en servir, parce que ça s'improvise pas trop, en fait, il faut former. Donc, voilà. Donc, il y a aussi cet aspect très éthique de qu'est-ce que je fais pour être inclusif, hein, c'est être inclusif et aider chacun à savoir se saisir des opportunités. N'oublions pas, on l'a vécu avec la première partie de la transfo digitale, on a laissé, allez, entre 10 et 15% en France, si on prend en France, hein, de gens qui n'étaient pas à l'aise avec ces technos. Ouais. On a appelé ça l'électronisme, c'est pas un très joli nom, mais qui n'étaient pas à l'aise. Ça fait quand même des variations fortes. Et j'espère qu'on va apprendre, et je l'espère, alors peut-être que je pense que le monde est fait de bisounours, je ne sais pas, mais qu'on va apprendre de cette phase d'avant pour qu'on n'ait pas ces mêmes taux avec l'IA. Et puis que l'IA, on Ouais. la maîtrise. C'est l'humain qui pilote. Hein. N'oublions pas, ce n'est qu'un outil.
Donc, c'est pas les outils qui dirigent, hein, c'est pas les outils qui décident, hein. Croire que la machine sait Alors, il mieux, y a c'est certaines des bêtises, hein. entreprises qui ont commencé à le mettre en place, hein, Amazon et d'autres qui licencient à tour, enfin qui licencient, Ouais, qui mais donnent des bon, décisions à je pense que l'IA, ça, donc pour moi, c'est un attention, faut se débat. Pour moi, méfier. c'est un débat. Certains, alors je ne sais pas si c'est ceux que tu as cités ou d'autres, si tu veux, en font un peu un prétexte, quoi. En font aussi un peu un prétexte. Elle a bon dos, l'IA, je pense. Elle a vraiment bon dos. Alors, justement, là, on va passer maintenant à un cran un peu plus opérationnel avec le marketing et l'IA. Alors, comment en fait transformer ça, un outil, justement, en outil qui va permettre de créer de la valeur, créer de la différenciation? Parce que toi, tu es comme un expert dans ce domaine. Quels seraient tes petits conseils et quelle stratégie adopter? Ouais. Moi, je crois que le marketing qu'on connaît, il est en train de changer de nature, pas sur son cœur, hein, de à quoi il sert, mais en fait, je pense on est plutôt, enfin, on va passer sur une fonction qui est plutôt une fonction qui anticipe, qui fait rayonner, qui prépare le demain, à une fonction qui perçoit. L'IA, elle permet de détecter des signaux faibles, d'ajuster, de relier des perceptions de clients à des stratégies. Euh, c'est de nouvelles opportunités pour le marketeur. Peut-être qu'il soit moins communicant, mais qu'il soit plus en écoute pour pouvoir faire son métier, avoir un coup d'avance. Le marché bouge, les concurrents aussi. Donc dans le livre, j'ai dit que le marketing devient peut-être plus le système nerveux de l'entreprise. Peut-être que c'est aussi une occasion pour le marketeur de se repositionner. Peut-être que c'est pas produire plus, peut-être que c'est produire mieux, comprendre mieux. Ouais. Je pense aussi que c'est aussi une opportunité peut-être pour le marketeur de faire le marketing de sa direction marketing. Je pense que c'est un sujet aussi, c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé. Mais bon, le directeur marketing, généralement, va aller demander des budgets supplémentaires. Quand il demande des budgets supplémentaires, c'est pour faire ses actions de marketing. Super. Avec l'IA, peut-être qu'il peut les demander, mais en se mettant dans la peau du directeur financier qui, lui, est sur un autre registre. Qu'est-ce que ça ramène financièrement? Donc, ouais, tu vois, c'est aussi une façon de revisiter le métier de marketeur. Donc, moi, je pense que c'est vraiment bien. À mon sens, ça peut l'aider à s'amener encore plus de valeur et plus de différenciation, qui est quand même un truc hyper clé dans un marché hyper concurrentiel où tout est en train de Ouais. bouger, tous les business models sont en train de bouger. Donc le marketeur, il a de beaux jours devant lui et il a encore beaucoup plus de boulot qu'avant. Ah oui, plus la pression concurrentielle sera importante, plus le Ouais. marché va se ralentir, plus il faudra être efficace, travailler sur la conversion, essayer de cibler ses messages et plus faire du tout venant. Bah, justement, si on redescend encore un cran et puis après on remontera d'un cran, moi, tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le gros hacking Ouais. et le gros hacking, Ah, ah, c'était ah. un outil qui était beaucoup utilisé par les startups. L'IA générative, c'est devenu un outil de plus dans la panoplie du gros hacker. Moi, j'en ai vu cinq. Il y avait tout ce qui était script et app, il y avait l'offshoring, il y avait des outils d'automatisation et l'IA qui englobe un peu tout. En fait, l'IA va englober tout. Qu'est-ce que ça va changer selon toi dans ce métier de growth hacker? Ah, bah, tu vois, je te dis, le métier de marketeur va changer de nature. Le métier de gros hacker va pareil aussi. Je pense qu'avant, enfin moi je le fais avec mes mots, alors tu es beaucoup plus expert que moi, mais je me dis, avant finalement, on piratait la croissance. Gros hacker, c'était je Ouais. pirate la croissance. Je pense qu'on va passer dans je pirate l'apprentissage. Parce que l'IA permet de tester une centaine d'idées, d'itérer, d'analyser en temps réel, de faire des scénarios, de confronter ces différents scénarios. Et peut-être la frontière entre ces deux aspects de croissance à apprentissage, ça va être la compréhension. Voilà. Et je pense que les boîtes qui apprendront plus vite que les autres sont celles qui vont gagner. C'est cohérent avec ce que tu disais sur faire des échecs, hein. C'est voilà, d'apprendre de ces échecs. Dans le bouquin, j'ai une partie où je parle des flux apprenants. En fait, c'est ces histoires de boucles d'essai. Tu sais, c'est des boucles Mhm. d'essai, d'ajustement, d'amélioration continue. Et je crois que, à mon sens, mais ça sera confirmé, hein, et je pense que je t'inviterai dans mon podcast pour en parler, le gros hacking du futur, à mon sens, c'est pas faire plus vite, mais c'est comprendre plus juste. Voilà. Ah, mais je suis d'accord avec toi, surtout que dans ma philosophie, j'arrive maintenant à me dire qu'on va arriver sur du degrowth hacking, c'est-à-dire qu'on va plus aller sur un mode croissance à tout prix, mais qu'on va déjà là, on voit un petit peu la croissance Faire plus qui juste. Ouais. baisse, qui stagne, et donc en fait, il faudra apprendre, comme tu disais, à faire
autant avec moins, plus avec mieux si on peut, mais ça va être plus pas évident. Et comme tu le disais, clairement, tu devras mieux t'adapter aux demandes des gens. Puisqu'en fait, actuellement, tu es vraiment dans la société de consommation, etc., etc., le plus. Peut-être que c'est pas le plus, mais adapter, c'est adapter ton message. D'ailleurs, tu avais animé la très belle conférence sur le branding il y a 2 ans à Inbound Marketing France, qui était vraiment intéressante, où la personne, c'était Pam Dimler, je crois, qui disait que donc tu dois avoir une stratégie marketing sur un produit fort, une marque forte, et tu dois, quand il y a une tendance qui arrive, l'adopter dans ton produit pour dire ouais, mais j'ai un produit mais avec de l'IA, avec tel truc. Et peut-être que là maintenant c'est l'IA parce que c'est ce qui marche le mieux et que c'est de l'eau, c'est ce qui permet d'être audible. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, c'est ah ouais, moi je vais proposer quelque chose qui va être RSE, je vais peut-être proposer quelque chose qui va m'aider à réduire mes Oui. coûts, je vais peut-être aider à faire de la proactivité, comme tu l'as dit, à mettre plus d'humains au bon moment. Là, nous on le voit. Pour nos conférences et nos ateliers, le sujet qui nous faisait surfer, c'était la partie émotion et incivilité. Puisque plus il y a d'IA, plus il y Ouais. aura d'importance de l'humain. Et l'année dernière, c'était la partie neurosciences. Cette année, on continue de surfer un peu sur l'IA, mais chaque année, tu as comme ça, un petit truc en plus, parce que les gens se disent, non mais c'est bon, j'ai déjà entendu votre produit, je connais tel truc. Ah ouais, il y a ça? Ah ouais, ça m'intéresse. Donc, Mm. comme tu disais, avoir ces petites oreilles, écouter, Ouais. s'adapter au marché. Je crois, C'est je ça. crois qu'elles sont Alors, ouais, importantes. Alors, vas-y. j'ai malheureusement une contrainte qui fait que je Oui, dois malheureusement de te quitter, mais ça aurait été. J'ai peut-être peut-être un conseil que je pourrais te donner, si je peux te donner un conseil ouais, à tes auditeurs et auditrices. Euh, je crois qu'il ne faut pas essayer de chercher à comprendre l'IA trop vite. Ouais, c'est curieux de faire ça, toi qui es spécialiste du growth, de dire bah, on va ralentir un peu et ça va avec ce que tu disais. Je pense qu'il faut apprendre à s'observer soi-même face à cette IA et à se dire ce que la technologie va révéler, et c'est possible de faire du ping-pong, je te le disais en compagnonnage, je vais arriver, c'est pas seulement notre rapport au travail, c'est notre rapport au doute, à la lenteur, au contrôle, à la confiance. Tu vois, tu vois, je prends des trucs volontairement qui sont pas technologiques. C'est quoi le rapport au doute? C'est quoi le rapport à la lenteur? C'est quoi le rapport au contrôle? C'est quoi le rapport à la confiance? Le vrai sujet pour moi, c'est pas comment utiliser l'IA, mais c'est comment rester pleinement humain dans un monde qui s'automatise. Toi, comment on reste pleinement humain dans un monde qui s'automatise? Et je pense que s'il avait le conseil, voilà, c'est garder votre curiosité intacte. Ne vous contentez pas de ce que vous donne l'IA. Restez curieux, challengez-vous. Parlez à la machine, mais écoutez ce que ça réveille en vous, vos émotions, votre ressenti. Je pense que c'est là que se joue l'intelligence de demain. Gardez votre curiosité intacte. Et je suis 100% d'accord avec toi et merci pour ce mot de la fin qui, j'espère, inspirera tout le monde. Et donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez acheter le livre de PPC, c'est très simple. Réinventer votre entreprise à l'ère de l'IA maintenant. Hein, et il faut vraiment se lancer. Merci, à bientôt. Merci Fred, à bientôt. Merci à vous tous. Ciao, ciao, ciao.